Bien, bonjour à tous, bonjour Monsieur Sixic, bonjour Monsieur Timbaud, et merci de votre présence ici. Nous sommes donc ici pour parler de la lutte contre la pauvreté, et plus particulièrement des effets des mesures fiscales et sociales. Pour illustrer la situation, sachez que 14% des Français vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, placé à 840 € mensuels, suivant les données de l'INSEE. De plus, depuis 2009, le seuil de pauvreté en France est en baisse. En effet, il est calculé par rapport à un pourcentage du niveau de vie médian, qui lui-même diminue. Selon cette logique, ce sont donc la morosité économique ambiante et la croissance un petit peu poussive qui expliquent cette pauvreté grandissante. Mais il y a également question d'inégalité. Les chiffres choquent et parlent d'eux-mêmes. En effet, les 20% des Français les plus riches ont un niveau de vie 4 fois plus élevé que les 20% les plus pauvres. Nous connaissons des situations aussi inacceptables que celle-ci depuis des années, et pourtant rien ne change. Alors que faire ? Une grande réponse est celle donnée par les pouvoirs publics, dont le rôle est de faire évoluer les prestations sociales et les impôts pour agir sur la redistribution monétaire. Mais quel est l'état de cette redistribution? Quels sont les impacts des mesures fiscales et sociales sur les inégalités? En bref, qui sont les gagnants et qui sont les perdants? Nous sommes ici pour répondre à toutes ces questions. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Michael Sixic, chargé d'études à la division des études sociales de l'INSEE, et Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Michael Sixic, je vous laisse la parole. Merci de m'avoir invité à cette manifestation. Donc, je suis Michael Sixic, je travaille à l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques. Donc à l'INSEE, on fait des statistiques, mais aussi des études économiques. Donc c'est le EE de l'INSEE. Et donc moi, je vais essayer de vous faire une présentation sur la pauvreté, les inégalités et la redistribution, et en fait mêler les statistiques donc, qui sont établies par l'INSEE et aussi l'interprétation de ces statistiques sur la pauvreté et les inégalités. Et donc pour vous dire tout ça, je vais utiliser des résultats qui sortent d'un modèle un peu technique de micro-simulation, et donc voilà, donc je vais en parler un peu par la suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cela, mais voilà, il faut vraiment, voilà, le but c'est de savoir que pour établir des chiffres, on est obligé de faire des choses un peu techniques, et après, mais on peut faire parler ces chiffres, et ça peut donner des choses intéressantes. Donc, je vais essayer de vous dire pourquoi. Donc, non, juste avant. Du coup, on verra d'abord un état des lieux de la pauvreté, des inégalités, de la redistribution. Et puis, donc ça sera un peu une photo de ces variables. Et puis après, on essaiera de voir dans quelle mesure les réformes sociales et fiscales ont pu modifier les inégalités et la redistribution. Voilà, donc mon rôle, ça va pas être de faire des préconisations, mais essayer d'évaluer qu'est-ce qui s'est fait sur le passé. Et puis après, on verra que en fait, ces chiffres ont été faits à partir d'un modèle, et donc on verra rapidement c'est quoi ce modèle et à quoi il peut servir. Donc, avant de parler de pauvreté et d'inégalité, il faut toujours définir les concepts. Donc, quelque chose d'important pour pouvoir parler de pauvreté, d'inégalité et de redistribution, c'est de définir qu'est-ce que c'est un niveau de vie. Le niveau de vie, c'est quoi? C'est le revenu disponible divisé par des unités de consommation. Alors, le revenu disponible, c'est quoi? C'est au niveau d'un ménage, ce que le ménage gagne, donc les salaires, mais aussi la retraite, les pensions de retraite, les pensions de chômage, et auxquelles on peut ajouter les prestations qui sont versées par l'État, donc prestations familiales, les minima sociaux, les allocations logement. Et il faut retrancher de ça les prélèvements, donc l'impôt sur le revenu, mais aussi les cotisations et les prélèvements sur patrimoine. Et donc à partir de ça, on a un revenu disponible au niveau du ménage, donc c'est globalement le logement, et puis on ne divise pas par le nombre de personnes dans le ménage pour prendre en compte le fait qu'il y a des économies d'échelle, le fait que de vivre en commun permet de réduire certaines dépenses, et donc on divise par des unités de consommation qui sont définies par l'INSEE. Voilà, vous voyez que le premier adulte c'est 1 unité, le deuxième adulte 0,5, et ainsi de suite. Et donc le niveau de vie c'est le revenu disponible divisé par le nombre d'unités de consommation. Donc à partir de ça, on peut définir ce que c'est la pauvreté. Donc la pauvreté, donc le niveau de vie, on peut définir le niveau de vie médian. C'est le niveau de vie, c'est le seuil qui départage les 50%
qui ont le niveau de vie le plus faible et 50% qui ont le niveau de vie le plus élevé. Et donc ce niveau de vie, il est de combien? Médian, il est d'environ 1700 euros. Et le seuil de pauvreté, lui, c'est 60% de ce niveau de vie médian. Et donc, il vaut à peu près 1000 euros. Donc, dans ton intervention juste avant, tu as cité un autre chiffre. Donc, c'était 50%. Peut-être 50%, mais voilà, il faut faire attention aussi. Il y a des gens qui donnent un seuil de pauvreté par rapport à un revenu. Enfin voilà, la vraie unité, c'est le niveau de vie, c'est par rapport au niveau de vie qu'il faut donner. Et donc, souvent, c'est le seuil à 60% qui est donné, c'est la définition européenne qu'on met en avant. Et donc, le taux de pauvreté, c'est le pourcentage de personnes qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voilà, donc j'ai mis un petit graphique sur un peu longue période, pour voir qu'en fait, depuis les années 70, ce taux de pauvreté, il a baissé. Il a baissé pendant les années 70, puis il a légèrement augmenté dans les années 80, puis rebaissé à la fin des années 90, il a baissé dans les années 70, excuse-moi, et puis il est remonté dans les années 2000, et voilà, depuis 2010, il est autour de 14%. Donc il était exactement à 14,1%, c'est les dernières données disponibles en 2014, et il y a des données provisoires de l'INSEE qui sont à 14,3% en 2015. Maintenant, les inégalités. Alors, les inégalités, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué les inégalités, de savoir comment les mesurer. Il y a beaucoup d'indicateurs. Je vais juste vous dire qu'en fait, il y a beaucoup d'indicateurs, mais l'idée, c'est que ça donne globalement la même histoire, qui est une baisse des inégalités dans les années 70 et 80, puis une légère remontée depuis les années 2000, et puis une très légère baisse en 2013 et un peu en 2014. Voilà, donc il y a plusieurs indicateurs. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'indicateur connu, c'est le rapport entre le seuil qui départage les 10% les plus riches et celui qui départage les 10% les plus pauvres. Mais aussi l'indice de Gini qui à 0, c'est l'égalité parfaite. Voilà. Quelque chose de plus assez intéressant qu'on voit peu dans le débat public, c'est essayer d'évaluer la redistribution. Donc, la redistribution, c'est tout ce qui est tous les prélèvements et les prestations donnés du fait du système socio-fiscal. Or, c'est juste les prestations et les prélèvements qui ont pour vocation de faire diminuer, de faire évoluer les inégalités. C'est pas ce qui a pour but ce qui est du revenu différé, comme les retraites en fait, ou les cotisations retraite. Pareil, le chômage ou les cotisations chômage, tout ça, c'est pas dans la redistribution. Donc la redistribution, globalement, sur ce graphique, vous voyez que si on a un niveau de vie avant redistribution qui est donc on a un niveau de vie avant redistribution. Par exemple, pour le D1, on va dire, c'est les 10% les plus pauvres. Donc leur niveau de vie avant redistribution est de 3370 euros. Et en fait, on va ajouter à cela, on va enlever à cela des prélèvements, donc tout ce qui est financement de la protection sociale ou impôt direct, et on va ajouter des prestations, donc tout ce qui est prestations familiales, aide au logement, minima sociaux. Et en fait, vous voyez que de 3370, on arrive à un niveau de vie à la fin de près de 10 000 euros. Donc ici, la redistribution a augmenté le niveau de vie des 10% les plus pauvres. D'accord ? Pour les 10% les plus riches, ils avaient un niveau de vie avant redistribution de plus de 70 000 euros donc par an. Hein, et du fait de la redistribution, les prélèvements ont grévé ce niveau de vie de près de 15 000 euros. Et les prestations, c'est globalement faible, c'est juste les prestations familiales qui ne sont pas sur une condition de revenu, qui ont augmenté de 200 euros. Et donc on arrive à une baisse du niveau de vie qui atteint 56 000 euros. Et donc en fait, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que le rapport des niveaux de vie avant redistribution entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, les 10% les plus riches avaient plus de 20 fois avaient un niveau de vie plus de 20 fois supérieur aux 10% les plus pauvres, tandis qu'après redistribution, ce rapport est plus que de
de 5,7 fois. Donc la redistribution a diminué significativement les inégalités de revenus. D'accord ? Et, en fait, cette diminution des inégalités, on peut essayer de voir d'où elle vient. En fait, ici, donc, sur ce graphe, vous avez la part en niveau de vie des éléments qui forment la redistribution. Et donc, vous voyez que dans le... donc, en fait, c'est des quintiles ici. Donc, c'est pour les plus pauvres, on va dire, et ben, c'est surtout les prestations qui font augmenter, qui sont importantes dans la redistribution. Donc les prestations familiales, les aides au logement et les minima sociaux. Et vous voyez que les prélèvements, eh ben, ils jouent quasiment pas, parce que en fait, ces gens ne sont pas imposables, notamment, ils ne payent pas d'impôts. Tandis que pour les plus riches, eh ben, là, ils n'ont quasiment pas de prestations, mais ils payent beaucoup, ils payent des impôts, et donc du coup, ça fait diminuer leur niveau de vie après redistribution. Voilà, donc ça c'était un peu une photo de la pauvreté, des inégalités et la redistribution à une année donnée. Donc à chaque fois ici c'était j'ai donné des chiffres sur 2014, c'est le dernier chiffre disponible. Mais ce qui peut être intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui fait varier ces valeurs, et notamment quel est le rôle du gouvernement dans l'évolution de ces variables. Et donc on a fait un exercice qui est de savoir quel a été l'impact des réformes intervenues en 2015 sur les inégalités et la redistribution. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la législation de 2015, donc les réformes de 2015, et les prélèvements et les prestations de 2015 à ce qu'il aurait été si aucune modification législative n'était intervenue entre 2014 et 2015. D'accord ? Donc si le gouvernement, on va dire comme en Belgique, où ils ne peuvent pas gouverner, où ils n'avaient rien fait, donc ça c'est notre situation contrefactuelle, et on compare avec ce qui s'est passé. Et donc du coup, on mesure, si jamais une réforme a eu lieu en avril par exemple 2015, on considère qu'elle a été faite en janvier pour prendre en compte les effets différés des réformes. Donc, il y a eu beaucoup de... En fait, ce qu'on n'a pas forcément en tête, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de réformes qui sont faites par le gouvernement chaque année. Nous, on en a évalué 17, mais il y en a eu plus qui ont été faites par le gouvernement, il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 17 mesures, bien sûr, mais peut-être sur 4 mesures assez importantes. Donc, dans les prélèvements, j'insisterai sur 2 mesures, qui est la hausse des taux de cotisation vieillesse. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on ne voit pas beaucoup passer, mais qui, on va voir, ça grève beaucoup le revenu de l'ensemble des Français, en fait. Et puis, on a eu des baisses d'impôts, en fait, et notamment via un mécanisme qui s'appelle la décote, je vais revenir dedans. Et dans les prestations, on a eu une mesure qui a été on a beaucoup parlé, c'est la modulation des allocations familiales sous condition de ressources. Et puis, on a eu des revalorisations exceptionnelles de plusieurs minima sociaux, dont le RSA. Donc, sur les impôts, qu'est-ce qu'on peut dire en 2015 qui se passait sur les impôts? En fait, on a eu des mesures qui ont globalement diminué l'impôt sur le revenu des gens qui payent l'impôt au début, donc dans les premières tranches. Donc, c'est des mesures qu'on appelle de bas de barème. Et donc, on a un renforcement d'un système qui permet en fait de payer moins d'impôts ou pas du tout d'impôts, qui s'appelle la décote. On a eu la suppression de la tranche d'imposition qui était la première tranche à 5,5 et une suppression de la réduction exceptionnelle, mais finalement la décote remplace cette réduction exceptionnelle. Et en fait, ce qu'on peut évaluer avec notre modèle, c'est que on a eu un gain par ménage. Pour les ménages qui sont concernés par ces mesures, ils ont gagné en moyenne 240 €. Et le gain total pour l'ensemble des ménages est de 1,5 milliard d'euros. Donc on voit, c'est
c'est assez important. On a eu donc on a 1,2 million de ménages en moins qui sont imposés. Et tout ça, c'est concentré sur les ménages médians, parce que les ménages les plus pauvres ne payent pas d'impôts, donc c'est surtout les ménages médians qui ont bénéficié de ces mesures. Donc ça, c'était sur les prélèvements. Sur les prestations, ce qui donc mesure un peu phare, c'est la fin de l'uniformité des allocations familiales. Donc les allocations familiales, hein, c'était universel, comme on dit, et donc elles ont été mises sous condition de ressources. Et donc ça a pénalisé les 20% des ménages les plus aisés qui touchaient des allocations familiales. En fait, les allocations familiales ont été divisées par 2 ou par 4, suivant le niveau de revenu. Et donc là, on a une perte moyenne du revenu disponible pour les ménages concernés de 370 € par an. Donc en fait, c'est 800 millions d'euros pour environ 600 000 ménages concernés par cette mesure. Donc c'est une mesure ciblée sur les ménages les plus aisés. Et donc ça contribue fortement à la réduction des inégalités, comme on peut s'en douter, parce que ça touche les ménages les plus aisés. On a eu, dans les prestations, on a une mesure assez importante pour le coup maintenant sur les ménages les plus pauvres, qui est la revalorisation du RSA de 2%. Donc de 2% au-dessus du critère de revalorisation normale. Donc là, on a un gain de revenus disponible de 140 € par ménage concerné. Et donc, en fait, c'est 400 millions d'euros pour près de 3 millions d'euros qui ont bénéficié de cette 3 millions de ménages qui ont bénéficié de cette revalorisation du RSA. Donc, c'est une mesure ciblée sur les ménages les plus modestes. Et ça contribue aussi à la réduction des inégalités parce que ça augmente le revenu disponible des ménages les plus pauvres. D'accord ? Ok. Et donc au final, si on fait un résumé, en fait on voit que l'ensemble des mesures, l'effet sur le revenu disponible de l'ensemble des ménages, on voit que la hausse des cotisations vieillesse a beaucoup diminué le revenu disponible des ménages. L'impôt sur le revenu, eh ben, il était par contre positif, on a vu, surtout pour les ménages médians. Pour les prestations, eh ben, les prestations familiales, ça a été négatif, c'est surtout lié à la modulation des allocations familiales, hein, moins 800 millions d'euros. Et puis, globalement, il faut retenir la revalorisation du RSA, qui a été positif, donc plus 600 millions d'euros. Et au final, en fait, on voit qu'au final, l'effet total, il est quasiment neutre, en fait. L'effet global sur le revenu disponible en moyenne des Français, il est environ nul. Et là, vous avez le même, mais par ménage concerné. Donc, c'est les gens qui sont concernés par... là, vous voyez, c'est l'effet total, donc 600 millions d'euros. Et là, pour les gens qui ont été touchés par la revalorisation des RSA, c'était le 140 € qu'ils ont gagné en plus que j'avais cité. Et donc là aussi, on voit que par ménage concerné, en moyenne, c'est nul, mais en fait, ça cache, vous voyez bien, des effets très différents, des effets très négatifs pour les prélèvements liés aux cotisations, positifs pour l'impôt, négatifs pour les prestations familiales, mais positifs pour les minima. Et donc au final, sur les inégalités, qu'est-ce que ça fait ça ? Eh bien, on voit que ça augmente le niveau de vie. Donc là, c'est des déciles. Donc on partitionne la population en 10 catégories. Et donc on voit que les plus pauvres, eh ben, du coup, on a augmenté leur revenu disponible, leur niveau de vie, pardon, de à peu près 100 € liés aux prestations. Les prélèvements aussi, ça a été très légèrement positif lié aux baisses d'impôts. Vous voyez que sur les revenus, les ménages médians, eh ben, eux, ils ont bénéficié beaucoup des prélèvements, donc la baisse d'impôts, parce qu'on a vu que c'est surtout les ménages médians qui ont bénéficié des baisses d'impôts. Et par contre, les ménages les plus riches, vous voyez que, eh ben, ils ont une baisse du niveau de vie liée au prélèvement, parce qu'il y a eu des hausses, notamment de cotisations vieillesse.
mais surtout aussi lié aux baisses de prestations, qui est lié à la modulation des allocations familiales. Et donc vous voyez que... Ouais. Et tu peux nous dire combien ça gagne un ménage riche? Combien ça gagne? Et ben, du coup, c'est donc dans mon premier slide sur sur la une des premiers. Avant. Sur les. Encore avant. Ouais, sur ça, on a peut-être une petite idée. Donc ça, c'est en termes de niveau de vie. Donc, un ménage riche, son niveau de vie est de 56 000 euros par an. Par unité de consommation. Par unité de consommation. Donc voilà, c'est quand même c'est un concept. Donc, disons que vous n'êtes peut-être pas. Il faut faire le calcul pour savoir, vous, par exemple, votre ménage, quel serait votre niveau de vie. C'est pas évident à obtenir. Donc, si on est 2 adultes dans le ménage avec 2 enfants, disons. Si on a 2 adultes dans le ménage avec 2 enfants, donc combien ça fait d'unités de consommation? Donc, ça fait 1,5 pour les 2 adultes, plus. C'était 0,3 2,1. 2,1, voilà. Donc 2,1, on va dire 2. Et donc je multiplie 56 000. En fait, une approximation pour avoir ça, c'est la racine carrée du nombre de personnes dans le ménage. Ah bah ouais. 4 divisé par la racine carrée, ça fait 2. Donc on voit que ça fait une bonne approximation. 56 000 que je multiplie 2,1. Donc là, on est... Oui, donc ça veut dire que c'est 56 000 fois 2. 55 000, et ben, du coup, c'est 117 000. 117 000, donc ça veut dire que le ménage, c'est-à-dire que les 2 adultes, s'il y a 2 adultes qui travaillent, ben, ils gagnent en tout. Pratiquement 10 000 euros par mois. Quoi. Pratiquement un peu moins de 10 000 euros pour les 2 ménages. Pour les 2 actifs du ménage. Pour les 2 actifs du ménage. Après impôt. Alors ça, c'est après impôt et plus prestations. Il n'y a pas beaucoup de prestations, mais c'est ça. Et par contre, avant impôt, vous voyez qu'avant redistribution, c'est beaucoup plus. 71 000. C'est 71 000. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est que, voilà, là on voit que en fait, la redistribution modifie pas mal ces niveaux de vie en fait. Et donc c'est quand même des gens assez riches qui sont dans C'est des gens assez riches. Du coup, quand je dis effectivement les 10% les plus riches, c'est globalement des gens assez riches. Donc, tu vois, c'est à peu près, je sais pas, je dirais 4 000 euros par mois pour chaque. Enfin, si les 2 adultes. À peu près 4 000 euros par mois, je trouve que c'est chaque partie de ça. Ouais. Voilà. Et voilà, mais bon, il faut donc et ces gens perdent, on va dire, à peu près 200 euros. Donc bon, on a l'impression que c'est beaucoup sur un pic. Après, c'est peut-être pas beaucoup de coûts de 200 euros par rapport à leur revenu. Mais c'est 200 euros par an. C'est 200 euros par an. Ouais. C'est 200 euros par an. Là, on est par an, exactement. Donc en fait, voilà, au final, donc vous avez pour les 10% les plus riches, ils perdent 200 euros par an. Pour les 10% les plus pauvres, ils gagnent 85 euros par an. Donc ça représente 1% de leur revenu, de leur niveau de vie. Les plus riches, ça représente 0,4%, donc ils perdent 0,4% de leur niveau de vie. Et en fait, vous voyez que du coup, ça fait diminuer. Donc ces réformes, l'idée, c'est que, la conclusion, c'est que ça fait diminuer les niveaux de vie. Ça fait diminuer, il y a plusieurs indicateurs, ça fait diminuer plusieurs indicateurs d'inégalité. Ça fait diminuer les inégalités. Et en fait, ça fait surtout diminuer les inégalités du fait des prestations. Et est-ce qu'on sait combien ça coûte à l'État? Oui, parce que en fait, vous avez sur mon tableau, le tableau juste avant. Du coup, ici, vous avez l'effet sur le revenu disponible total. En fait, globalement, c'est pas exactement ça, mais là, vous avez un peu un coût ou un gain budgétaire, en fait. Et en fait, vous voyez que là, en fait, il est globalement neutre, en fait. Il est globalement neutre parce que, en gros, l'État récupère beaucoup de cotisations. Donc ça joue sur tout l'ensemble des Français. Par contre, il a, entre guillemets, il a baissé les impôts, donc ça c'est un coût pour l'État. Par contre, il a récupéré de l'argent sur la mise sur condition des allocations familiales. Il a dépensé un peu sur les minima, et au final, en fait, ouais. Les chiffres macro, là, c'est des chiffres qui viennent du modèle? Oui. D'accord.
Donc c'est Non, c'est pas pas exactement l'impact sur les finances publiques. exactement, c'est pas un impact sur les finances publiques. Hein. J'ai pas envie de dire ça, mais bon, je pense que ça peut être une bonne approximation. Mais les finances publiques, c'est compliqué. Hein. Je vais pas m'aventurer là-dedans parce qu'il y a des choses qui sont. Enfin voilà. Bon, voilà. L'impression qu'au niveau du. Voilà. En tout cas, nos mesures qu'on a prises en compte, au final, sur le budget de l'État, j'ai l'impression que c'est globalement neutre. Ouais, c'est bon. Donc, juste des précautions. C'est l'évaluation que j'ai donnée. Ce qui est important, c'est que ça ne préjuge pas des évolutions des inégalités entre 2014 et 2015. Moi j'ai dit, qu'est-ce qui se serait passé en 2015 si jamais il n'y avait pas de mesure? Ça ne veut pas dire, c'est l'évolution qui s'est passée entre 2014 et 2015. Parce que, et notamment on voit qu'en fait en 2014, les inégalités, selon des estimations provisoires, elles auraient légèrement augmenté. Alors que moi je dis que l'effet des mesures, ça serait une baisse des inégalités. Mais bien sûr, en fait, il y a plein d'autres paramètres qui jouent dans l'évolution entre 2014 et 2015, et notamment l'évolution du chômage en fait. L'évolution du chômage, tous les variables socio-démographiques qui jouent. Et donc moi, je donne juste l'effet des réformes, hein, parce que c'est pas ce qui s'est passé entre 2014 et 2015. Et donc voilà, l'INSEE a publié il n'y a pas longtemps une estimation avancée des inégalités provisoires pour 2015, et donc on voit effectivement que les inégalités ont légèrement augmenté en 2015. Et donc en fait, tout ce que je vous ai dit là, en fait, on l'a obtenu à partir d'un modèle de micro-simulation qu'on a à l'INSEE et qu'on partage avec l'adresse. Donc ce modèle de micro-simulation, il s'appelle INES pour INSEE et DRES. Donc l'adresse, c'est travaille au ministère des Affaires sociales. Et donc, en fait, la micro-simulation, ça sert à simuler la législation sociale et fiscale sur un échantillon représentatif de la population. Et donc c'est un modèle où on peut simuler les prestations, les impôts, tous les impôts, les prélèvements, et puis du coup on peut recalculer un niveau de vie et, pour chaque individu, pour chaque ménage, et pouvoir notamment voir l'effet sur la redistribution et l'effet sur les inégalités de réforme, ou aussi évaluer juste à l'instant T quels sont l'état des inégalités, pouvoir voir les niveaux de vie avant et après redistribution. Donc ce modèle il est basé sur une enquête, enquête revenus fiscaux et sociaux. En fait on appelle ça une enquête, mais en fait c'est une base de données très très importante, qui est quasiment exhaustive, on va dire très importante, qui représente assez bien l'ensemble des Français. Donc c'est à peu près 50 000 ménages et plus de 100 000 individus. Voilà, donc l'idée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est que souvent c'est important, donc c'est un gros modèle, c'est compliqué, c'est technique, mais à partir de ce genre de choses, on peut sortir des chiffres sur la redistribution, sur le taux de pauvreté provisoire aussi, il est sorti de ce modèle. Donc souvent, il est nécessaire de faire des choses assez compliquées, mais finalement, pour trouver des chiffres, et après on peut dire des choses assez simples sur ces chiffres, et relativement intéressant. Et ce modèle, eh ben, on l'a partagé depuis l'été 2016 avec tout le monde. En fait, donc c'était vraiment au début à l'INSEE, à l'adresse développée à l'INSEE, mais donc l'idée c'est il y a une tendance lourde dans l'administration, c'est de partager, essayer de rendre public tous les codes qui servent à faire des simulations, notamment, je pense que ça peut vous intéresser, il y a le code rendu public de la procédure pour les admissions post-bac, et donc tout ça, et donc on s'inscrit dans cette tendance, et donc l'idée c'est aussi de créer une externalité positive, donc vous avez dû voir ça dans votre cours d'économie aussi, donc l'idée, on parle souvent d'externalités négatives liées à la pollution, mais
peut y avoir aussi des externalités positives. Donc on pense que en rendant, tu peux mettre ça d'après, en rendant le modèle libre, et ben du coup, en fait, ça va bénéficier aux autres chercheurs. Donc ça va être positif pour la recherche globalement. Ça va bénéficier à l'ensemble des Français parce qu'il y aura plus de publications, peut-être de meilleure qualité. Et ça pourra être positif aussi pour nous parce qu'on pourra avoir des retours sur ce modèle, des gains des économies d'échelle parce qu'on va pouvoir partager des choses avec d'autres chercheurs. Donc voilà, on pense que c'est une externalité positive de faire partager ce modèle. Et donc du coup, tout le monde peut avoir accès à ce modèle, en tout cas au code et à la documentation. Donc vous avez, si vous êtes intéressé, les liens internet ici. Et donc vous voyez qu'en fait, il y a toute une documentation, un wiki, comme un peu Wikipédia. Donc si vous tapez allocation logement, vous pouvez voir ce que c'est les allocations de logement et comment elles sont codées dans INES. Et voilà, par contre, pour vraiment utiliser le modèle, il faut avoir accès aux données et là, il faut faire des démarches pour avoir accès aux données. Voilà, je ne vais pas prendre la parole. Du coup, je vais laisser la parole à... Peut-être après, juste après. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont utilisé ce modèle. Et donc, je laisse la parole à Xavier Timbaud, qui a été un des premiers utilisateurs du modèle. Merci Mickaël. Je pense qu'il faut souligner à quel point... Mickaël est trop modeste, l'INSEE est trop modeste, mais à quel point vous avez là une forme de révolution qui est en train de se produire et qui est assez essentielle. Donc, je vais vous raconter pourquoi je pense que c'est une révolution et puis comment on fait pour faire vivre cette révolution à l'OFCE et donc comment on utilise INES. Alors, le premier point, il faut bien voir, vous avez fait un peu d'économie, vous avez entendu parler d'économie, donc vous savez ce que c'est que le PIB, le produit intérieur brut. C'est un concept qui a été inventé après la Grande Dépression par Simon Kuznets, parce qu'on voulait comprendre pourquoi la crise de 29 s'était produite et qu'on s'était rendu compte qu'on n'avait aucune information sur comment la crise s'était déroulée et donc on n'avait aucune mesure sur l'état d'un pays. Donc on a inventé le PIB parce qu'on a créé le PIB et on a mis de l'argent pour produire cette statistique parce qu'on avait besoin d'informations sur l'état et sur le fonctionnement d'une économie. Le PIB ensuite, c'est compliqué, c'est devenu les comptes nationaux. Les comptes nationaux ont été normalisés, comparés entre les pays, donc il a connu toute une évolution. Mais fondamentalement, les comptes nationaux ont gardé cette approche de Kuznets, qui était de produire ce qu'on appelait une vision agrégée de l'économie. C'est-à-dire regarder l'économie comme un tout, et puis pouvoir porter un jugement. Donc, quand vous lisez dans le journal, l'INSEE prévoit que la croissance l'année prochaine sera de 0,5%, ça veut dire que quand on additionne tout le monde dans l'économie, les 60 millions d'habitants de la France, leur activité économique va augmenter d'1,5%. Mais ça ne dit rien sur ce qui va nous arriver à nous l'année prochaine, individuellement, parce que ça fait une moyenne sur un immense échantillon. Au fil du temps, et c'est quelque chose qui s'est produit, qui s'est développé au cours des dernières décennies, c'est lié au progrès des ordinateurs, c'est lié au développement d'un certain nombre d'enquêtes, c'est lié au développement aussi de l'informatisation des données fiscales et sociales, qui sont un élément important. Se sont constituées des bases de données qui donnaient une vision, cette fois-ci, de la diversité des situations individuelles. Et donc, Mickaël a cité cette base, qui est la base de RFS. Mais la révolution qui est en train de se produire ici, elle est qu'on est en train de basculer d'un monde dans lequel la statistique nous donne une photo sur l'état d'une économie, à l'Institut statistique qui est l'INSEE publie une description de notre système fiscalo-social, c'est-à-dire tout ce qui consiste tout ce qui est la fiscalité et les prestations sociales, mais pas en nous disant on donne tant de milliards pour le chômage, mais en nous disant la règle pour avoir les allocations chômage, elle s'écrit avec un code informatique comme ça, et quand on l'applique sur la base de données représentative de la population française, on peut calculer qui a droit au chômage, qui n'y a pas droit. Et donc on sait non seulement combien d'argent est dépensé dans le chômage, mais on sait aussi qui a droit, à quelles conditions,
Et une autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'est-ce qui se passe si on modifie un petit peu la règle? Combien de personnes en plus vont être touchées? Qui ne va plus la toucher? Et qu'est-ce que ça va changer au niveau de vie des gens qui sont confrontés au chômage en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont leur situation familiale, depuis combien de temps ils sont au chômage, etc. etc., etc. Et ce que fait l'INSEE en publiant INES, l'INSEE l'adresse en publiant INES, c'est pas simplement mettre à disposition le code d'un modèle, c'est avoir examiné toute la législation fiscale et sociale de l'année 2015 et d'avoir dit voilà comment nous on l'interprète en code informatique et d'avoir mis ça à disposition de tout le monde. Donc en fait, c'est un peu comme si on vous avait décrypté tout le code fiscal et toute la législation qui détermine les prestations et qu'on l'avait résumé dans un code informatique qui est librement accessible, qui est évidemment assez complexe, mais en même temps, vous voyez, il y a un travail phénoménal qui est accompli. Michael a parlé par exemple des APL, l'allocation personnalisée au logement. Vous pouvez regarder les textes de loi pour voir comment c'est défini. Alors voilà, il y a une condition de ressources, vous touchez tant, ça dépend, etc. Là, dans INES, vous avez une dizaine de lignes de code qui vous disent, qui vous explicitent les formules. Je ne sais pas s'il y a des lignes. Plus. 50 lignes. 150 lignes. C'est un mauvais exemple. Bon, j'ai pris un mauvais exemple. Il y a des choses qui s'expriment plus facilement que d'autres. Il y en a. Voilà. Au total, le code source d'INES, il fait 15 000 lignes. Je sais plus. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mais l'avantage, c'est que ce truc-là qui est énorme, il est public et il est le fait qu'un institut statistique, au lieu de produire des chiffres, produit cette fois-ci quelque chose qui vous donne une description extrêmement fine de comment on organise la fiscalité et les prestations dans le pays et quelles sont les conséquences sur les individus. Donc c'est un pas en avant qui est assez extraordinaire. Alors en discutant un petit peu avant avec Michael et en cherchant un peu l'origine de ça, il y a en fait, il y avait déjà des choses qui ressemblaient à ça, qui avaient été proposées par des tas d'administrations un peu partout dans le monde, qui sont des simulateurs d'impôts. C'est-à-dire des choses qui vous permettent de dire, si je gagne un peu plus d'argent, ou si je vends ma maison et que je touche un héritage, ou si je vends mes actions et que je réalise une plus-value, quels vont être mes impôts l'année prochaine? Si je me marie au mois de juin, plutôt que de me marier au mois d'octobre, comment vont évoluer mes impôts? Comment ça va être calculé en appliquant les règles de l'impôt? Alors je peux prendre le code des impôts et faire les calculs sur ma feuille de papier, mais là, j'ai autre chose, c'est que je peux aller auprès d'un simulateur d'impôt, auprès de mon administration fiscale, et ce simulateur d'impôt, il va me permettre d'être sûr d'une chose, c'est que je n'ai pas besoin d'interpréter, et donc j'ai l'interprétation correcte du code des impôts. C'est-à-dire que non seulement j'ai un code informatique, mais j'ai d'une certaine façon un engagement de l'administration fiscale qui me dit, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc, si tu déclares ça sur ta feuille d'impôt, voilà ce que tu payeras comme impôt. C'est pas garanti sur facture, mais c'est quand même une information qui se veut de très bonne qualité, au sens où c'est quand même, voilà, on a conscience que le code des impôts c'est complexe, donc on vous donne une information accessible. INES, c'est la généralisation de ça, alors non seulement pas simplement à l'impôt, mais à l'ensemble des prestations sociales, donc ça c'est déjà un premier point, et surtout c'est pas ça simplement pour vous qui voulez savoir combien d'impôts vous allez payer, mais c'est pour savoir comment un Français représentatif, ou un des Français représentatifs qui est dans la base de données, va être traité par le système de prestations et de fiscalité. Et ça permet de faire des choses qui sont assez extraordinaires, et ça permet d'avoir une information sur notre société et sur sa complexité fiscale et sociale qui est absolument essentielle pour la comprendre, pour essayer éventuellement de l'améliorer, de l'adapter à des objectifs qui pourraient arriver. On pourrait se dire, tiens, qui sont les gens qui sont mal couverts par les prestations? Est-ce que les femmes isolées divorcées ne sont pas dans des situations qui sont particulièrement injustes? Et avec ce genre d'informations, on peut s'intéresser à ces cas-là et regarder est-ce qu'il y a effectivement une question ou pas, et est-ce qu'en modifiant telle ou telle règle, on ne pourrait pas améliorer leur situation? Non seulement on peut déterminer si on va améliorer leur situation, mais on peut aussi avoir une idée de combien ça coûterait de faire tout ça, donc de se poser la question intelligemment en se disant ok, mais on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde sans de notre côté le financer, donc il faut être responsable et aller chercher les choses de notre côté. Il y a Pierre Madec ici dans la salle,
On est par exemple en ce moment en train de travailler, bon, je vous le dis, parce qu'on n'est pas nombreux, ne me répétez pas, parce que c'est encore un peu... Enfin, je ne sais pas que ce soit secret, mais donc ça doit rester un peu confidentiel. On est en train de travailler par exemple sur l'évaluation de la proposition de revenu universel de Benoît Hamon. C'est un projet qui est assez fascinant, peut-être certains d'entre vous ont été fascinés par ce projet de revenu universel, qui a des applications philosophiques et politiques qui sont assez fortes, mais évidemment qui pose une question, c'est de savoir comment on le met en place. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, parce que, ok, on va donner, disons, 600 € à tout le monde, mais on voit bien qu'en fait on ne va pas faire ça, parce qu'on va donner 600 € à tout le monde, mais il y a des gens à qui on ne va pas le donner. Ou en tout cas, on va leur augmenter leur impôt pour qu'au total, ils ne touchent pas de revenu universel. Parce que quand vous touchez, comme on a vu, 150 000 € bruts de revenus dans un foyer avec 2 actifs, on ne va pas vous donner 600 € en plus. Ça serait absurde et totalement injuste. En fait, même quand on est confronté à une logique de redistribution, on voit bien que si on donne 600 € à certains, il va falloir prendre de l'argent à d'autres pour pouvoir payer ces 600 €. Donc on va faire bouger de l'argent, il faut savoir comment on le fait bouger. Donc il y a ça, et puis après il va falloir articuler ça avec toutes les prestations sociales qui existent. Les APL, est-ce qu'on continue à toucher les APL quand on touche le RUE? Les prestations familiales, est-ce qu'on continue à les toucher ou est-ce qu'on les intègre dans le RUE ou est-ce que dans le RUE on va mettre une dimension prestation familiale? Est-ce qu'on va continuer à toucher le congé maternité, par exemple, enfin, le congé parental plutôt. C'est-à-dire le congé parental, c'est ce que vous touchez quand vous arrêtez de travailler pour vous occuper de vos enfants. Et on vous donne, je ne sais plus très bien combien on donne, le congé parental, on donne 600 € par mois. C'est pas très loin de ça, moins de ça, 450. Bon, ok, mais est-ce qu'on vous les donne en plus ou pas en plus du RUE? Donc toutes ces questions, il faut se les poser. Il faut se les poser parce qu'évidemment, quand on se les pose, ça change complètement combien coûte le RUE et quelles sont les conséquences du RUE. Donc ça permet de faire une première chose, c'est, on a une proposition comme ça, évaluons combien elle coûte. Combien il va falloir qu'on ait à redistribuer. L'équipe de Benoît Hamon, par exemple, ils disent, ça coûte 35 milliards. Bon, nous, on fait des calculs, on n'a pas encore tout à fait abouti, mais on dit, ah bah voilà, nous, pour nous, votre dispositif, il coûterait plutôt 50 milliards. Bah, c'est important de dire ça, parce qu'il y a 15 milliards de différence entre les deux, et 15 milliards, c'est pas négligeable. 15 milliards, c'est 2 points de TVA. Donc, vous voyez, ça fait une différence. Voilà, donc il faut pouvoir répondre à cette question en termes d'évaluation. Et puis après, on peut faire une autre chose qui est ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas s'il y a un mot en français, enfin, il doit y en avoir un, mais en anglais le mot est souvent utilisé, faire ce qu'on appelle du policy design. C'est-à-dire, on peut aller voir l'équipe de Benoît Hamon pour leur dire, écoutez, tel qu'il est fait, votre dispositif, il va coûter 50 milliards d'euros. Mais surtout, il y a des cas que vous ne traitez pas bien, ou des gens qui reçoivent 2 fois. Alors, les cas que vous ne traitez pas bien, je me rappelle par exemple, c'est un boursier qui avant recevait 600 € de bourse, et puis maintenant vous allez lui proposer le RUE. Bon, il va falloir qu'il sorte de la déclaration de ses parents, parce que pour toucher le RUE, il faut qu'il sorte de la déclaration de ses parents. Et pour toucher sa bourse, il fallait que ça soit sous condition de revenu de ses parents. Donc, normalement, il n'a plus droit à la bourse. Puisque, bon, on peut réfléchir, hein, on peut dire, ah bah si, en fait, on va juste regarder la déclaration de revenus des parents, pour le cas des bourses, où on va dire que dans ce cas-là, bah, on ne considère pas qu'il est sorti du foyer fiscal, virtuellement encore dans le foyer fiscal. Ou pas, donc il y a une décision à prendre. Et puis si on prend cette décision, bah, on va se retrouver dans la situation où on va donner 600 € à des jeunes de 25 ans ou de 24 ans qui n'ont pas forcément besoin d'avoir ces 600 €, ou en tout cas qui ont un niveau de vie qui est bien supérieur. Et puis on va enlever 600 € et redonner 600 €, c'est-à-dire rien de plus, à des boursiers qui sont peut-être nécessiteux. Donc est-ce que là on identifie un problème ou pas? Est-ce qu'on veut le traiter? Qu'est-ce qu'on propose comme aménagement dans le dispositif pour le traiter? Donc ça c'est le policy design qui consiste à dire, bah, on a une proposition générale avec un principe, mais après il faut rentrer dans le détail et il faut l'articuler avec toute la complexité du système pour pouvoir faire apparaître les cas où ça marche, les cas où ça ne marche pas, dire que là il faut faire attention, il faut réfléchir, que si on applique la règle trop uniformément, bah, le coût il peut augmenter brutalement de 30 ou 40 milliards d'euros, que c'est pas possible, que si on l'applique de façon un peu plus stricte, en traitant tel ou tel cas, eh ben, on peut ramener le coût à quelque chose de beaucoup plus acceptable, qu'au final, bah, ça va dépendre de si on veut réduire complètement la pauvreté, si on veut donner du pouvoir d'achat au 3e, 4e, 5e décile, si on veut... Enfin voilà, il y a si on veut traiter la question de la pauvreté des enfants, ou en tout cas des foyers dans lesquels il y a des enfants, et en particulier les femmes isolées avec des enfants, donc
toutes ces questions-là vont pouvoir être abordées par ce genre d'outil. Et le fait que cet outil soit accessible à tout le monde, bon, alors il y a un petit détail sur la base de données qui est protégée par le secret statistique, donc, il y a une procédure un peu lourde pour accéder à ces données, mais bon, elle n'est pas non plus invraisemblable. C'est-à-dire que, voilà, si vous montrez un peu patte blanche, vous pouvez accéder aux données, et puis on peut espérer peut-être un jour que Inès fonctionnera sur une version plus grand public de cette base de données qui existe, et donc qui permettrait à ce que ça soit très très ouvert et qu'à peu près n'importe qui puisse se lancer dans ce genre d'opération. Mais même si n'importe qui se lance dans ce genre d'opération, il faut reconnaître qu'il y a une petite barrière technique, parce que les 15 000 lignes de code d'Inès, enfin bon, on monte un peu, mais beaucoup de lignes de code d'Inès, le système informatique qu'il faut pour l'utiliser, les concepts statistiques, la connaissance de la fiscalité et des prestations sociales et tout ça font que, il faut être honnête, c'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est pas très grave que ce soit pas accessible à tout le monde, parce que vous pouvez, quand vous êtes, je sais pas moi, Benoît Hamon et que vous voulez proposer le revenu universel, vous pouvez aller voir des gens qui ont accès et qui ont la compétence, et vous allez pouvoir discuter avec eux et élaborer ça. Et ça, en matière de faire vivre la démocratie, les propositions de politique économique, c'est absolument essentiel, parce que ça veut dire que tout ça est à portée de main et qu'on peut élaborer des choses complexes en étant responsable, c'est-à-dire en sachant combien ça coûte, et en ayant eu la vision complète sur les trous, les failles et les doubles comptes que peut entraîner une mesure d'aussi grande ampleur. Et donc c'est en ce sens-là que c'est vraiment une révolution. Et alors c'est une révolution, c'est assez intéressant, c'est que l'INSEE est un des pionniers en la matière, en tout cas avec cette ambition, l'ambition de décrire l'ensemble du système fiscalo-social, donc à la fois la fiscalité. En fait, la fiscalité, on la trouve dans pas mal de pays, décrite de cette façon-là, parce que souvent les contribuables veulent savoir comment appliquer les règles de l'impôt. Mais là où l'INSEE, à mon avis, est assez en avance, y compris sur les autres pays développés, c'est sur la partie prestation, puisque là, on a une vision d'ensemble. Alors, on n'est pas dans un monde parfait, il y a plein de choses qui restent encore à construire si on veut une vision complète. Je vais juste vous en donner quelques-unes pour vous montrer quand même que le sujet est loin d'être clos. On connaît mal, par exemple, la fiscalité du capital. Dans Inès, on n'a aucune idée de la fiscalité. Alors, on connaît mal la fiscalité du capital dans Inès. D'accord, on la connaît, la fiscalité du capital. Mais par contre, dans Inès, savoir, quand vous êtes dans le dernier décile, quels sont vos revenus du capital, ça, c'est compliqué. Savoir qui touche des stock options. Les stock options ne sont pas dans Inès, par exemple, à ma connaissance. L'ISF n'est pas dans Inès, non plus. Donc il n'y a pas votre patrimoine, tout ça. Ce qui fait qu'on a une vision de la richesse et de la fiscalité qui est un peu limitée à cause de ça. Bon, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on n'a pas du tout la fiscalité locale. Donc, ça, c'est quand même un élément qui est un peu ennuyeux, parce que la fiscalité locale, c'est un élément important de la fiscalité des gens, et suivant l'endroit où vous habitez, c'est pas la même. Donc ça, avec Inès, on ne peut pas l'aborder. Si vous voulez savoir quel sera l'impact de la suppression de la taxe d'habitation, c'est compliqué. Voilà, malheureusement. Et si vous voulez savoir si ça va plus profiter aux gens qui habitent à Paris ou si ça va plus profiter aux gens qui habitent à Lille, vous ne pouvez pas répondre avec Inès. Bon, on ne peut pas blâmer Inès pour ça, hein, c'est tout outil à ses limites, mais ça, c'en est une. Il y a une autre limite énorme dans Inès, qui est qu'on a une photographie dans la vie des gens et on ne les suit pas au cours du temps. Alors ça, c'est une énorme limite, parce qu'on sait qu'il y a deux types de pauvres. Il y a les gens qui sont pauvres, par exemple, quelques années dans leur vie, parce qu'ils divorcent, ils se séparent, ils vendent leur maison, ils perdent leur emploi, et puis ensuite ils rebondissent dans leur vie. Et puis il y a ceux qui sont pauvres, qui l'ont été pratiquement de leur naissance jusqu'à leur mort. Et c'est évidemment pas la même chose de passer par un épisode de pauvreté et d'être aidé par un système fiscalo-social, et puis d'être pauvre tout au long de sa vie, parce que même si on est aidé, on reste stigmatisé, on reste dans une position très spécifique. Et ça, c'est des choses, par exemple, qu'aujourd'hui, avec Inès, on ne peut pas... ni avec Inès, ni d'ailleurs avec le système statistique français, c'est un autre problème, qu'on ne peut pas vraiment aborder, alors que ce sont des choses assez essentielles. Bon, il y a d'autres choses essentielles aussi là-dedans, c'est la transmission sociale des inégalités, c'est-à-dire le fait qu'il
Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent les enfants des pauvres d'hier. Ça aussi, c'est une dimension dans la pauvreté qui est toujours extrêmement choquante, et pour le coup qu'on a du mal aujourd'hui à quantifier et à analyser en profondeur avec l'outil statistique en France, et évidemment avec les modèles qui sont autour. Mais bon. Il y a une base, mais si vous êtes intéressé par ça, qui est bien pour faire ça, ça s'appelle la base SRCV, qui permet de suivre dans le temps des individus, et qui est un peu comme la base qui donne des informations sur les prélèvements et les prestations. Et donc il y a eu quelques études de l'INSEE à partir de ça pour essayer de voir la transmission de la pauvreté. Mais voilà, c'est des études très ponctuelles, on ne peut pas avoir de chiffres, les trouver facilement, c'est des choses ponctuelles qu'on peut faire éventuellement, mais voilà, il faut faire attention. Voilà, mais qui sont encore, on va dire, balbutiantes. Et puis on a quelques exemples là pour le coup, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, où on a une information statistique qui est plus riche et qui a été suivie plus systématiquement qu'elle ne l'est en France. C'est juste, si je vous donne ces éléments-là, c'est même pas des critiques, c'est juste pour vous dire, en fait, quand on passe d'une notion agrégée sur l'économie à des notions désagrégées, l'univers devient horriblement complexe, évidemment. Et donc, derrière tout ça, il y a énormément de travail, des besoins d'archivage et de suivi statistique et de concepts qui sont complexes à maintenir. Et encore une fois, la mise à disposition d'INES est, à mon sens, une véritable révolution en matière statistique, en matière de la mission d'information de l'Institut statistique des populations, et qui nous permet de passer on peut faire des photos, éventuellement on peut faire des films, mais on peut aussi construire ses propres scénarios. Et ça, c'est l'ouverture de véritablement un nouvel univers de possibles pour faire vivre une démocratie et les propositions qui sont nécessaires et qui peuvent être imaginées et construites dans ces outils. Très bien, c'est sur ce dernier échange éclairé et éclairant que s'achève cette conférence. Merci à vous messieurs d'avoir accepté l'invitation, merci à vous d'avoir été présents et à très bientôt.